Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheté tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job aujourd'hui, comment vos écrans peuvent être utilisés comme outil de communication en interne. On en parle avec David Kéribin, le cofondateur et CEO de Scénario. Il est notre invité Smart Philo pour regarder l'entreprise autrement aujourd'hui avec Luc de Brabander. Il nous parle de Platon et Aristote. Mais quel est le lien avec l'entreprise? Il nous en parlera dans quelques instants. Et puis le cercle RH. Aujourd'hui, une invitée de marque, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle sera notre invitée. Entretien croisé avec Thibaut Guilluy. Vous le connaissez, il est le commissaire à l'emploi. Il porte le dispositif Un jeune, une solution, télétravail, plein emploi, le chômage. Tous les sujets seront évoqués et traités par la ministre dans quelques instants. Elle sera notre invitée. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'accompagnement en situation de transition professionnelle. On en parle avec Alexandre Carpentier, directeur général d'Alliance Compétences. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et aujourd'hui, bien avec son écran. Alors souvent, on nous dit on regarde trop les écrans, on est trop sur ces écrans. Encore que l'écran peut servir aussi d'outil de communication corporate. On en parle avec David Kéribin. Bonjour David, vous allez bien? Bonjour. Vous êtes sans écran là, hein? Pas d'écran. Vous êtes main nue. Cofondateur et CEO de Scénario. Ça ne s'écrit pas comme un scénario, mais C-E-N-A-R-E-O. Entreprise créée en 2012, 37 collaborateurs. Juste pour qu'on comprenne bien votre modèle, votre business, il y a deux types d'écrans. Il y a les écrans qu'on peut voir quand on est client. Et puis, il y a les écrans que vous destinez avec de l'information corporate. Et là, c'est de l'interne. On va en parler. C'est ça le modèle? Oui, tout à fait. On parle d'écran d'affichage. Donc, on peut être aussi bien dans le point de vente ou en vitrine de commerce. C'est ce qu'on voit le plus souvent en tant que consommateur. Mais quand on est collaborateur d'un grand groupe, on en voit aussi beaucoup dans nos locaux. Alors, les écrans d'affichage, on les connaît. Ils sont lumineux. Ça crée, on voit des produits qui défilent. C'est le cas. Corporate, c'est plus subtil et c'est, j'allais dire, plus passionnant. L'écran, c'est classique, hein, on écrit des articles, on lit des papiers, on fait des notes. Vous utilisez, vous, l'écran comme outil de communication. Racontez-nous. Oui, en fait, l'écran est le point commun entre ces deux écrans, hein, c'est l'impact qu'il génère. Il faut savoir que la communication qui passe sur ces écrans est très bien reçue par la personne qui passe devant, que ce soit le consommateur dans le cas du retail ou que ce soit le collaborateur dans le cadre de la communication interne. Donc, piloter ces écrans et y passer les messages, des bons messages, c'est un média clé pour des membres de Comex qui veulent passer une information importante. Et c'est un très bon moyen de retenir ses collaborateurs également. Comment vous avez venu l'idée? Parce qu'elle est basique, elle est toute simple, mais je veux dire, c'est une évidence presque. Pourquoi pas y avoir pensé avant? Comment ça s'est passé ce processus? Vous vous êtes dit, mais on a un écran, il faut qu'on s'en serve. C'est exactement ça, mais en fait, il y en a plein qui ont pensé avant, puisqu'il y a énormément d'écrans un peu partout dans le monde. Nous, on est parti du constat que 80% de ces écrans étaient inutilisés ou sous-utilisés. Et notre métier, c'est de ramener de la performance dans un média qui est offline et qui est souvent non mesuré. Voilà, donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Ça veut dire que le collaborateur, quand il est en télétravail, parce que rentrons dans des cas de figure très concrets, quand il est dans l'entreprise, parfois il a des mails, il a des notes, il est en télétravail, il est chez lui, vous pouvez lui envoyer, l'entreprise en tout cas peut lui envoyer grâce à votre service, des informations qui sont quoi? Des keynotes, des comptes rendus de réunion, des infos Covid, parce qu'on en a besoin. Donc, alors là, il y a deux questions en une. Il y a la question du contenu. Oui, non, mais je vais y répondre aux deux. Il y a une question assez classique du contenu, de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et ça, on va dire, c'est la stratégie de communication de l'entreprise. Et cette stratégie, elle va être liée à l'emplacement, à l'endroit des écrans et à la situation actuelle. Donc, effectivement, on voit des messages de prévention en ce moment parce que c'est le Covid. Mais on voit aussi et surtout un besoin pour les entreprises d'aller toucher tous leurs collaborateurs. Et c'est quelque chose qui a été, je pense, révélé par la crise Covid. Le fait que on a dans notre entreprise des gens qui n'ont pas de bureau, qui n'ont parfois pas d'adresse email, et plus de bureau, et qui sont deskless de fait ou effectivement qui le sont devenus. Et ces gens-là, en fait, on a besoin de les rassembler autour d'une marque, autour de l'entreprise. Et l'écran est un très bon média de façon à faire passer les messages clés et les réincorporer dans la stratégie. David, je montre mon téléphone, mon smartphone. Il y a les écrans d'ordinateur, ils sont connectés, souvent reliés à Internet pour travailler à distance. Puis il y a l'écran d'ordinateur. Ça aussi, j'imagine que vous avez creusé le débat là, pour avoir accès grâce à son smartphone. Alors, tout à fait. Mais c'est vrai nous, on n'est pas dans le monde de l'intrusion. On évite l'intrusion, on est plus dans le monde de l'inclusion. C'est-à-dire que
nos écrans, ils doivent être utilisables et visibles pour tous. Donc le contenu qui va passer sur notre plateforme et donc via les écrans qu'on va aller toucher est du contenu qui va être push et non pull. Donc le collaborateur n'a pas à aller le chercher, l'information. Il arrivera directement sur l'écran. Alors s'il a un smartphone et qu'il a des applications métiers de l'entreprise, on entend beaucoup parler de Teams en ce moment, dès qu'il va lancer Teams, il va avoir directement la communication de son entreprise qui va lui arriver. Mais par contre, s'il n'a pas de téléphone ou qu'il n'a pas d'adresse email professionnelle, il va pouvoir retrouver la communication sur l'écran quand il va passer à l'entreprise, à l'entrepôt récupérer du matériel, puisqu'on touche des gens qui n'ont pas d'adresse email et donc ne peuvent pas être touchés par la communication corporate. Je vais poser une question un peu naïve, mais après tout, le SMS, ça marchait très bien. Qu'est-ce que ça apporte de plus, tout ça, là ? Alors, déjà, la première chose... Je suis un peu basique, je suis un peu 20e siècle. Non, mais disons que c'est 21e siècle, mais avant RGPD. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas de numéro de téléphone professionnel, et donc on ne leur écrit pas en leur envoyant un SMS quand on est sur la communication, un message corporate. D'un point de vue légal et juridique, voilà. C'est ça le débat. Exactement. Et ensuite, il y a la question de comment on évite d'envoyer trop d'informations. Si vous voulez, ce scénario fait sortir un peu la newsletter de la newsletter. La newsletter, c'est on réfléchit longuement à qu'est-ce qu'on va mettre dans cette communication et qu'est-ce qui va se passer. C'est 80% des mails vont partir à la poubelle. Le reste va se retrouver noyé dans un nuage de... On la lit pas, on la jette. On va pas la lire. Et donc l'idée, c'est de la montrer au bon endroit avec un média qui est vraiment au bon endroit dans le parcours utilisateur. Ça peut être un écran physique quand on est dans l'entreprise. J'allais vous le demander. Dès qu'on est en home office, on va, au moment où on ouvre son navigateur et qu'on ouvre un nouvel onglet, on va recevoir la communication sans rien faire. C'est un push, c'est un pop-up, c'est quelque chose qui vous arrive? Alors, on va dire, on évite le côté intrusif de la pop-up. C'est juste, on ouvre le nouvel onglet et il y a déjà la communication qui est dedans. Le temps qu'on fasse sa recherche ou qu'on aille sur son nouvel outil, ça nous permet de voir une communication poussée par l'entreprise et choisie préalablement. Des questions un peu techniques, parce que parfois on est harcelé de SMS ou de mails, de marques de grande distribution, sur des promos, ainsi de suite. Le collaborateur peut pousser, ou alors il reste 20 secondes et il est obligé de le regarder et il est là. Quoi. Non, bien sûr. Non. Alors là, on parle pas du tout de format publicitaire du style pré-roll qu'on peut avoir sur les plateformes en ligne. On est vraiment sur un média qui est pas là pour ennuyer et embêter le collaborateur. En réalité, et c'est là tout notre métier, nous, c'est de générer de la performance de ce média. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut faire en sorte que la communication qui est reçue soit la bonne. Donc il faut l'envoyer quand on est dans le bon contexte. Au bon moment. Exactement, et au bon moment. Et donc, par exemple, juste au moment où on va commencer une réunion, quand on ouvre son nouvel onglet, on ne va pas avoir de communication qui va arriver. Parce que ce n'est pas le moment où on va être en réceptif par rapport à cette communication. Donc là, vous n'envoyez pas à ce moment-là. Exactement. Et donc, on est vraiment capable d'adapter, si vous voulez, le contenu au contexte, de façon à garantir qu'on va aller toucher toute l'entreprise, même les collaborateurs distants ou qui n'ont tout simplement pas d'ordinateur. Double question, David Kéribin. Il y a ceux qui utilisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'imagine que les entreprises qui font appel au service de scénario sont de l'écœur. Quels sont les retours des collaborateurs sur cet outil de communication? En fait, avant les retours d'utilisation, il y a déjà en fait les constats qui sont faits par les entreprises sur lesquels aujourd'hui on remarque un fort désengagement des collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui il y a un véritable besoin de réengager les collaborateurs. Le désengagement a un impact financier très important pour les entreprises. Ça peut représenter jusqu'à 30% du salaire du collaborateur désengagé. Donc l'idée, c'est de dire, si la communication, si on commence à publier donner de la communication, mettre le collaborateur au sein de la communication qu'on va envoyer à l'entreprise, on peut faire rayonner les bons projets, les bons sujets, et donc mettre en avant ces initiatives, réengager les collaborateurs. Donc les retours des collaborateurs dessus sont bons à partir du moment où le média est bien réfléchi, le contenu est bien réfléchi. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail avec le client en amont pour parfaitement paramétrer les textes. Le contenu, vous ne le gérez pas? C'est la com ou c'est l'entreprise qui le gère? En fait, historiquement, nous, on a notre solution. On pilote déjà plus de 15 000 écrans physiques dans les points de vente ou dans les entreprises. Et là, le produit Flex qu'on a sorti pendant la crise Covid... Pour l'application, hein? Alors, il apparaît dans l'application, mais il peut être aussi sur le téléphone. Il est inclus dans les outils du collaborateur. On s'est dit qu'il y avait déjà des digital workplace qui existaient. Et donc, le but, c'est pas de créer un nouvel outil. Le but, c'est pas du tout d'aller créer une nouvelle fracture numérique, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de fractures dans les entreprises entre les personnes qui sont complètement à l'aise avec tous les médias et les autres. Qui ont tous les outils en main, et les autres qui se retrouvent noyés d'informations à ne pas savoir comment l'utiliser. Donc le but, c'est pas du tout de créer un outil, c'est de s'intégrer dans les outils existants pour aller mettre
l'information clé pour l'entreprise qui va lui permettre de surperformer. Juste avant de nous quitter, je vais rentrer dans un sujet qui m'échappe totalement et j'ai la modestie de le dire. Techniquement, ça marche comment? Parce que vous avez une formation de mathématicien, vous venez des maths, vous êtes ingénieur. C'est quoi? C'est des algorithmes? Comment ça fonctionne? Oui, pour répondre à la question sur le contenu, donc nous on a des algos qui vont être capables d'adapter le contenu en fonction du contexte. Et ensuite, on met un outil en ligne à destination du communicant qui va lui permettre de créer des messages. Et ces messages vont s'intégrer dans la charte de l'entreprise. Donc c'est lui qui va le... Lui, il va expliquer quel message il veut mettre, mais il peut aussi le connecter à des flots de messages. Donc quand j'expliquais sur un newsletter, l'idée c'est de dire, quand ma newsletter part, en même temps, il y a les meilleurs articles de cette newsletter qui vont être récupérés et envoyés sur les écrans pour rappeler aux collaborateurs qu'ils ont la newsletter et qu'il y a des informations importantes de l'entreprise qui sont arrivées dans leur boîte mail, ce qui va leur permettre ensuite d'aller faire chercher l'information. Un dernier mot, la capacité de lecture. Est-ce qu'on a le niveau d'intérêt du produit? Parce que j'entends la newsletter, c'est vrai, c'est fastidieux, c'est souvent beaucoup de texte, pas de photos, on jette. Là, est-ce qu'on a des retours de lecture, d'intérêt à ces éléments de communication? Ou est-ce qu'ils sont jetés aussi de la même manière? Non, et tout notre enjeu, il est de mesurer. C'est complexe la mesure dans le monde physique, en fait, dans le monde offline. Donc, on a des chiffres qui sont souvent basés sur des études qui en fait, on le voit, il n'y aurait pas autant d'écrans s'il n'y avait pas d'impact de la communication. Bien sûr. On voit des augmentations de les ventes quand il y a de la communication qui arrive dans le point de vente, comme on voit une augmentation de la rétention collaborateur quand il y a de la bonne communication interne dans l'entreprise. Donc, on travaille sur ces chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffre qui nous dit ça a été lu tant de secondes, en tout cas pas sur les écrans physiques, mais l'idée c'est vraiment de relier le monde physique et le monde virtuel de façon à utiliser les outils du web pour aller ensuite dans le monde physique. Pas d'intrusion, de l'inclusion, c'est votre punchline. Ça sera le punchline du jour. Merci David Kéribin, vous êtes le cofondateur et CEO de Scénario, 37 collaborateurs, basés à Paris et à Toulouse. Exactement. Et à l'étranger On n'a pas de bureau à l'étranger encore là. Mais vous y pensez? On y pense. Je vois que vous y pensez. Merci de nous avoir rendu visite et on va faire un peu de philo, parce que parfois les mathématiciens sont très philosophes. On va accueillir Luc de Brabander pour s'intéresser à Aristote et Platon. C'est l'occasion de peut-être de regarder l'entreprise d'une autre manière. On l'accueille. Smart Philo, avec Luc de Brabander, l'homme qui écrit plus vite que son ombre, car il écrit beaucoup de livres. Vous êtes philosophe en entreprise, vous faites des conférences, vous venez régulièrement nous éclairer sur le plateau. Vous sortez ce livre aux éditions Sciences Humaines, oui. Avec un jeu d'échecs, qui est une très belle couverture, Platon vs Aristote, avec Anne Mikola-Schlax. Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé son nom. Vous le dites comment, vous? Mikola-Jack. Mikola-Jack. Vous voyez, vous avez été très, très, très humble à mon égard. Merci en tout cas d'être avec nous. J'ai envie de vous poser la question, parce que vous avez vu, on est quand même dans l'entreprise, on est dans le corporate. Aristote, Platon, est-ce qu'ils nous sont utiles encore pour penser le monde d'aujourd'hui? Ah oui, c'est la thèse du livre. En fait, je suis entré dans le sujet par l'informatique. J'ai un jour écrit un livre sur l'histoire de l'informatique. Et en creusant, on se rend compte que l'informatique a deux sources, qui est Platon, le mathématicien, et Aristote, le logicien. Puis j'étais assez surpris de trouver ces deux-là. Et puis j'ai un peu élargi, et puis je me suis rendu compte qu'ils sont partout. Et en business, on est dans les entreprises. Je suis un homme d'entreprise. Quand on dit business model, tout le monde pense business. Moi, je me dis, mais au fond, c'est quoi un modèle? C'est Platon qui donne la réponse. Quand on dit catégorie management, on pense management. Moi, je pose la question, et catégorie, c'est quoi? C'est Aristote qui donne la réponse. L'expérience client. L'expérience, on pense au client, mais qu'est-ce que c'est une expérience? Et donc, sur ces mots de la vie de tous les jours des entreprises, Platon et Aristote ont des réponses. C'est la thèse du livre. Alors, il y a ce rapport, parce que vous y êtes très sensible à la manière dont on utilise Internet, oui. Pour le bien, pour le mal. Oui. C'est un sujet qu'on avait évoqué ensemble. Oui. Il y a un rapport entre Platon, vous savez, la flamme sur le mur, qui semble être la réalité, mais qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut le transposer à Internet, finalement? Écoutez, je vous attendais dans vos coulisses, et puis je suis passé dans la chambre des opérations juste à côté. C'est la grotte de Platon, il n'y a pas de fenêtre, on voit des personnes avec tous des écrans. J'ai l'impression que, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. C'est plus des ombres sur une grotte, ce sont des écrans. Mais ce qu'il y a sur l'écran n'est pas plus vrai, a priori, que l'ombre. Il faut un petit peu creuser plus loin, et c'est ça la philosophie, c'est remonter. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous éclairer? Parce que les chefs d'entreprise, la tête dans le guidon et de leur business plan, ont oublié, je dirais, ce qu'ils nous ont apporté et ce qui a traversé les siècles. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Aristote et Platon?
D'abord, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc la question, qu'est-ce qu'ils nous disent, est très difficile à traiter puisqu'ils sont pratiquement en désaccord sur tout. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut retrouver les idées claires et distinctes, comme dit Descartes, la force de penser, la rigueur. Penser, c'est un jeu. Et je crois qu'en entreprise, on a de temps en temps oublié les règles du jeu. Alors il y a ceux qui pensent mieux, ceux qui pensent moins bien. Mais moi, j'aime bien remonter, il y a les règles du jeu. Et par exemple, qu'est-ce qu'une idée? Quelles sont les forces et les faiblesses d'une idée? Une idée, c'est toujours une simplification. Une stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est une simplification. Et donc, peut-être un autre message, une stratégie pour qu'elle porte des fruits, on doit l'arrêter. On ne peut pas changer tous les lundis de stratégie, il n'y a rien qui se passe. Mais au fond, on arrête une stratégie dans un monde qui ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Un écart va... Bon, et puis je fais quoi? Eh bien, un jour, j'ai besoin d'une nouvelle stratégie, etc., etc. Mais sans pousser le bouchon trop loin, est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui décident, à ceux qui prennent des décisions, CEO, managers, enfin, les gens qui décident, de temps en temps à lire les livres comme le vôtre, Platon vs Aristote? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide à la décision? Ah, écoutez, moi, c'est toute ma vie, donc ça a été mon métier. Et dans le métier que je fais, il n'y a pas d'offre, il n'y a que de la demande. Or, il y a encore de la demande, donc c'est que ça aide certainement. C'est clarifier. Qu'est-ce que c'est une stratégie? Enfin, les forces et les faiblesses des mots qu'on utilise tout le temps. En fait, la philo en entreprise, c'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Quand il y a des chiffres... Beaucoup de patrons sont à l'aise. La comptabilité, l'informatique, les stocks. C'est vrai, tableau de bord. Voilà, on dit on passe de 18 à 24. Bon. Mais quand il y a des tas de domaines où il n'y a pas de chiffres, l'éthique, l'ambiance, la créativité, je ne sais pas moi, l'image de marque. Et comment on fait? On dit, bon, il faut améliorer l'ambiance. Tout le monde est d'accord, mais on fait comment? Eh bien, si, en fait, la philo, c'est la lutte contre le café du commerce. C'est la lutte contre le blabla. C'est l'exigence de rigueur, même quand il n'y a pas de chiffres. Excusez-moi d'y revenir, c'est intéressant de nous éclairer. Il y a peut-être des étudiants, d'ailleurs, qui nous regardent, qui sont en école. Je vois qu'il y en a beaucoup qui se connectent et qui nous suivent. Qu'est-ce qui les oppose, Platon et Aristote? Quelle est l'opposition intellectuelle des deux hommes? Disons, elle s'oppose pratiquement sur tout. Mais probablement l'opposition la plus flagrante, c'est pour Platon, il y a deux mondes. Pour Aristote, il y en a un. Donc pour Platon, il y a un monde idéal qui est inaccessible, qui est bon, et on est des pauvres humains. D'ailleurs, pour Platon, par exemple, la créativité est impossible, puisque les idées existent. Il n'y a pas de eureka. En fait, pour Platon, l'équivalent, c'est... Je me rappelle, donc ce serait un peu l'équivalent. Il y a deux mondes. Que dit Aristote? Mais non, on n'a pas besoin d'un deuxième monde pour agir dans... Et on voit bien, c'est l'idéalisme, le dogmatique versus le pragmatique. Et on le voit dans la vie de tous les jours. Regardez par exemple Zuckerberg. Zuckerberg, il est platonicien, mais de lancer son méta... C'est typiquement Platon. Tim Cook, le patron de Apple, lui, il est un bon pragmatique. Donc aristotélicien. Ah oui, absolument. Zuckerberg, il rêve d'un espèce de monde idéal. Qu'il est en train d'essayer de créer, d'ailleurs. Exactement. Par contre, Tim Cook dit, bon, il prend le monde tel qu'il est, on va essayer de se débrouiller. Et on voit bien, c'est une grille de lecture. Le désaccord est une grille de lecture qui est utile pratiquement à tout instant. Ceci étant, il y a quand même beaucoup de grands capitaines d'industrie ou même d'inventeurs. Le patron de Tesla, Zuckerberg, c'est quand même des gens qui rêvent d'un deuxième monde. Ils sont très Platon. Ah oui, absolument, absolument. On pense qu'on peut créer autre chose. En fait, il ne faut pas chercher qui a raison. Platon versus Aristote, il n'y a pas de gagnant. C'est le désaccord. D'ailleurs, j'ai fait un dessin où ils s'opposent parce qu'il n'y a rien qui bouge. Le but n'est pas du tout de chercher un vainqueur, il n'y en a pas. Ils sont en désaccord pratiquement sur tout. C'est deux pensées qui s'opposent. Qui s'opposent, mais qui sont... L'opposition est extrêmement féconde. Pourquoi j'ai mis un jeu d'échecs sur la couverture? C'est parce que c'est comme si à deux, ils avaient construit un échiquier sur lequel, aujourd'hui encore, quiconque pense joue. Nous jouons aux échecs actuellement parce qu'on oppose des idées, des concepts, etc. etc. Donc vous dites quand même d'une manière assez simple qu'Aristote attirerait moins les patrons ou les inventeurs que Platon. Si on voulait les ramener s'ils vivaient là au XXIe siècle, ces deux hommes, opposés sur leurs idées, comment on les rangerait? Mais je dirais, il y en a, on sent bien Aristote, s'ils avaient un métier de scientifique, je crois, Platon serait mathématicien, Aristote biologiste. Il disséquait des grenouilles, pour voir concrètement. Il essayait de voir, regarder les dents, etc. On voit bien, ce sont des approches complètement différentes. Et je crois qu'il y a des inventeurs de deux types. Il y en a qui sont des grandes idées qui cherchent, et il y en a d'autres comme Thomas Edison qui a passé sa vie à essayer de chipoter des trucs. Bon, voilà. Et le but n'est pas tellement de nous classer dans un monde ou dans un autre. C'est une grille de lecture qui permet de comprendre, d'inventer. Oui.
Platon versus Aristote, Luc de Brabander, Anne Miklos-Black, dont je n'ai pas encore réussi à dire le nom, mais ça viendra. C'est pas grave. Je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner. Exactement. Édition Sciences Humaines, il faut quand même préciser que c'est un livre très accessible, facile à lire, parce que vous avez quand même cette volonté de faire accéder au plus grand nombre des choses qui paraissent comme ça très lointaines. Et vous souhaitez qu'il soit accessible au plus grand nombre. Moi, je suis un vulgarisateur, absolument. J'écris sur les mathématiques, sur peu importe le sujet. Moi, je suis un vulgarisateur. Je n'ai pas de thèse, je ne suis pas docteur en rien du tout. J'aime bien expliquer et je suis ravi quand les gens comprennent. Et donc, j'ai quelques maîtres comme Joël Doronnet et d'autres qui m'ont montré comment fait Michel Serres et qui ont montré comment faire. Moi, je voudrais que les gens, oui, j'ai compris grâce à vous. C'est ça mon plaisir. Il m'a éclairé sur quelque chose que je pensais être très complexe et qui d'ailleurs, objectivement, l'est. Ah bien oui, c'est sûr. Mais justement, la simplification est un passage obligé. Sur n'importe quel sujet, si vous regardez ce que vous avez en vous, vous avez des idées simples. Si je vous demande ce que vous pensez du Venezuela, ce que vous pensez du rugby, de n'importe quoi, vous viendrez parce qu'on ne peut pas ne pas avoir des idées simples. Mais justement, il faut savoir quelles sont les forces, les faiblesses des idées. C'est un jeu et il y a moyen de jouer de mieux en mieux. La force du philosophe qui peut aider en tout cas à accompagner les décideurs à prendre des décisions, vous le dites bien, quand il n'y a pas de chiffres, quand il n'y a pas de bilan financier. Absolument. Quand on est un peu dans l'invisible, en fait. Quand on est dans l'invisible, et même dans le monde d'aujourd'hui, les algorithmes dont tout le monde parle. On vient d'en parler. La première personne qui a fait un algorithme, c'est quand même Aristote, avec son syllogisme. Il a une espèce d'idée extraordinaire de structurer la pensée en 3 temps. Donc le concept, la table, la proposition, la table est blanche, le raisonnement, la table est blanche, j'aime le blanc, donc j'aime la table. Et donc, c'est inouï. Alors, bien sûr, c'est dérisoire ce qu'il a fait, mais toujours aujourd'hui, même ceux qui font les algorithmes sont dans cette vue aux 3 étages. Souvent utilisé d'ailleurs par les hommes politiques. C'est cette dialectique. Ça, c'est sûr. La construction et la manière d'amener l'idée qu'il faut adhérer à l'idée de l'homme politique qu'il apporte. Merci, Luc de Brabander. Platon versus Aristote. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vulgarisation de Platon et d'Aristote, édition Sciences Humaines. Il vient de sortir. Ah oui, la semaine passée. Il est tout frais. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On va accueillir la ministre du Travail. C'est la première fois qu'elle vient sur la chaîne Bismart et sur notre émission Smart Job. La ministre du Travail, elle sera accompagnée de Thibaut Guilluy, qui est le haut commissaire à l'emploi. Il travaille la main dans la main. Un jeune, une solution, permettre aux jeunes de trouver un emploi, une alternance, un CDD, un CDI. On parlera de tous les sujets avec elle dans quelques instants. Télétravail, la lutte contre le chômage, le plein emploi. On fera le point avec elle, évidemment. Elle est notre invitée et on la découvre juste après cette pause. Le cercle RH avec un entretien croisé aujourd'hui avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez sur la chaîne Bismart. Je confirme, oui. Et dans l'émission Smart Job, c'est un vrai plaisir. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion depuis juillet 2020. Et puis vous partagerez ce moment, ces 25 minutes avec Thibaut Guilluy, que vous connaissez bien évidemment, au commissaire à l'Emploi. Vous accompagnez ce dispositif Un jeune, une solution. Vous êtes sur ce plateau une fois par mois pour développer, nous parler des chiffres qui évoluent. On va en parler dans quelques instants. D'abord, un petit mot, Elisabeth Borne, avant d'évoquer Un jeune, une solution. C'est important, on est dans une crise Covid qui est très importante. Juste cette question, puisque sur ce plateau, on évoque quasiment chaque semaine le télétravail. Est-ce qu'il fallait l'imposer ou pas, ce télétravail? Puisque Jean Castex, hier, a dit, et vous l'avez confirmé, si les entreprises ne jouent pas le jeu, attention, on devra sévir. C'est ça la stratégie là, sur le télétravail? La stratégie, c'est d'abord de privilégier le dialogue social en entreprise. Vous savez, il y a 10 jours, moi j'ai appelé les entreprises, les salariés à se remobiliser pour respecter les gestes barrières, pour accélérer sur le télétravail. Et ce que je constate, c'est que ça a marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'y sont mis. Et quand ça peut se faire dans le dialogue social, ça permet de tenir compte des situations de salariés qui peuvent avoir mal vécu la période de télétravail intense au printemps. Ça permet aussi de tenir compte du fait que dans une équipe, il y a un moment, on peut avoir besoin de boucler un projet et on a besoin d'être là, pendant que dans une autre équipe, au contraire, on a plus de marge et on peut être davantage en télétravail. De la souplesse, du pragmatisme. Fondamentalement, je suis convaincu que ça se passe bien si on peut le faire dans le dialogue social, dans chaque entreprise.
évidemment, si on ne va pas assez vite, si ça ne porte pas ses effets... Les inspecteurs du travail sont mobilisés. mobilisés. À un moment, on devra effectivement passer à une obligation. C'est clairement pas ce que je souhaite. Parlons d'un jeune, une solution, parce que j'ai fait une parenthèse sur le télétravail, mais ça concerne beaucoup d'entreprises. Il y a eu un accord Michelin qui a été signé là, sur le télétravail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont même anticipé. Revenons à un jeune, une solution, ce dispositif qui cartonne. Quel est votre bilan là quels sont les chiffres? Parce qu'ils évoluent, je dirais, de semaine en semaine, puisqu'à chaque fois que Thibaut Guilluy vient sur notre plateau, je donne un chiffre et c'est pas le bon. On est à combien là? On a eu plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan. Et c'était vraiment important pour nous. On peut rappeler, on a lancé ce plan juste après mon arrivée au ministère du Travail. Ce qu'on avait en tête, c'est ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009, où on avait eu une explosion du chômage, et spécifiquement du chômage des jeunes, qui avait augmenté de plus de 30%. Et évidemment, alors qu'on a demandé beaucoup de sacrifices déjà aux jeunes dans la crise, on avait à cœur qu'ils ne soient pas les victimes de la crise. Et donc, c'est pour ça qu'on a apporté toutes les réponses que Thibaut doit vous décrire chaque fois qu'il vient ici, sur aider les jeunes à trouver un emploi, un apprentissage, une formation, un accompagnement. Et de fait, comme vous dites, ça cartonne. Donc, plus de 3 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan. Je me trompe si je dis qu'il y a 560 000 contrats qui ont été signés. Est-ce que c'est ce chiffre-là que vous avez? Alors, en apprentissage, oui. Et je pense que c'est important que chacun ait en tête que au début du quinquennat, on était à moins de 300 000 contrats d'apprentissage. On avait battu tous les records l'an dernier en étant à un peu plus de 525 000 contrats. Et c'est encore mieux. Aujourd'hui, la rentrée de l'apprentissage n'est pas terminée. On est déjà à plus de 560 000. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment une voie parfaite pour les jeunes pour se former en acquérant une expérience professionnelle, en découvrant le monde théorie et pratique, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon de préparer l'avenir en ayant demain des collaborateurs de demain avec les compétences exactement celles que vous recherchez. Donc on continue à soutenir l'apprentissage. On a prolongé les aides pour l'apprentissage jusqu'au mois de juin 2022. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle, que ça nous permet aussi d'avoir un taux d'emploi des jeunes, ça y participe, en tout cas, comme on n'a pas eu depuis 30 ans. Donc c'est quand même une bonne nouvelle de sortir d'une crise sanitaire, de sortir d'une crise économique comme on n'a pas connu depuis 1929, avec le taux d'emploi au plus haut depuis 30 ans et un nombre de jeunes demandeurs d'emploi qui est revenu non pas seulement au niveau d'avant la crise sanitaire, mais avant la crise de 2008. En effet, bien en dessous. Juste un petit mot, parce que je vous suis sur les réseaux sociaux, je suis vos interventions, vous faites beaucoup de colloques, de réunions. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris par la dynamique de cette plateforme, Un jeune, une solution? Dépassé finalement par la réussite de cette plateforme? Ouais, surpris, peut-être pas forcément, parce qu'en fait, d'abord, ça se fait, je dirais, au fur et à mesure. Mais en fait, je pense que le pari aussi qu'on a voulu avec Un jeune, une solution, c'est de se dire qu'au-delà du plan gouvernemental et puis des moyens qu'on mettait, c'était comment faire le pari de la collaboration avec les entreprises et d'inviter les entreprises, les petites comme les plus grandes, dans tous les secteurs, à s'engager pour les jeunes. Et finalement, dans une dynamique gagnant-gagnant, parce que comme l'a dit la ministre, c'est à la fois une invitation des entreprises à investir dans l'avenir des jeunes et leur donner des opportunités pour pouvoir mieux se former et mieux intégrer le marché du travail. Et donc transformer l'alternance en CDI, souvent. Exactement, l'autonomie dans la vie pour les jeunes. Et c'est une voie d'excellence qu'on est en train d'écrire avec l'apprentissage. Mais c'est aussi préparer l'avenir pour les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises qui ont joué le jeu d'un jeune, une solution, sont très heureuses parce qu'elles peuvent compter aussi sur toute cette force de frappe pour pouvoir développer leur projet. Précisons qu'il y a le soutien de l'État. Là, on n'a pas retiré la prise. C'est 5 000 euros pour un jeune majeur et 8 000 euros pour un jeune majeur. Ça veut dire que l'État est là et accompagne les entreprises pour leur permettre d'accueillir ces jeunes. C'est l'occasion, je pense, pour beaucoup d'entreprises de découvrir la voie de l'apprentissage. Et ma conviction, c'est quand on l'a essayé... on y reste. Et voilà, je pense que c'est vraiment aussi l'occasion de se préparer les compétences de demain et d'avoir vraiment des jeunes qui connaissent le monde professionnel. Vous savez qu'on se singularise un peu en Europe par un taux d'emploi des jeunes qui est
plus bas que d'autres pays. Je pense que c'est très important. Et qui s'est amélioré. Et donc ce taux d'emploi, il bat des records depuis 30 ans. On est revenu à un niveau plus élevé depuis 30 ans. Et donc je pense que c'est effectivement très important que les jeunes rentrent tôt dans la vie professionnelle, puissent acquérir les codes de l'entreprise. Et c'est ce qu'on fait aussi avec ce plan Un jeune, une solution. C'est une question importante, qui est une question qui est à cheval entre un jeune, une solution. La réussite de cette plateforme, la joie qu'ont des jeunes à intégrer une entreprise, des chefs d'entreprise qui disent « mais moi j'ai un jeune que je vais pouvoir former à ma main et que je vais pouvoir intégrer ». Et quand on regarde les items de la campagne présidentielle, on découvre que ce thème-là, il a quasiment disparu depuis 3 mois. C'est-à-dire les questions de travail, les questions d'économie, c'est fini, on n'en parle plus. Et pourtant, c'est central. Enfin, j'imagine que vous devez fulminer, vous devez dire, mais attendez, on fait un boulot de dingue, mais c'est pas dans la campagne. Oui, écoutez, j'espère que ça va y revenir quand vous l'espérez, j'imagine. Quand on aura fini de traiter tous ces sujets sur l'immigration et autres. Je pense que ça répond aussi à une préoccupation que les Français expriment très fortement, du pouvoir d'achat. Bien sûr. Pour avoir demain un pouvoir d'achat meilleur, je pense qu'effectivement, avoir un travail, c'est un bon chemin. C'est un bon chemin. Et il faut en parler. Et d'ailleurs, on en parle ici sur ce plateau. Le rapport aux chefs d'entreprise, parce que, pour le dire simplement, fut un temps, certains gouvernants considéraient les entreprises comme des suceurs de sang. Ils s'y intéressaient peu. Les entreprises, voilà. Aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'à la fois ceux qui gouvernent et les entreprises sont en train de muter. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Oui, mais c'est un peu d'ailleurs l'esprit de ce qui anime notre réseau Les entreprises s'engagent. C'est qu'en fait, ce qu'on considère, c'est qu'on peut aligner l'intérêt de l'entreprise avec l'intérêt général. Et l'intérêt général, typiquement dans Un jeune, une solution, c'était d'être au rendez-vous de la jeunesse et qu'il n'y ait pas de génération sacrifiée. Donc c'était une invitation forte aux entreprises de venir jouer le jeu. L'État de faire aussi sa part, alors avec les aides qu'a rappelé la ministre, mais aussi avec aussi cette préoccupation à chaque fois de la simplicité, du pragmatisme. C'est-à-dire comment on fait pour que ce soit simple d'accès, que l'engagement soit facile. Et sur la plateforme, s'engager pour une TPE, PME et trouver un candidat, ça devient simple. Et on essaie d'améliorer ça de façon permanente. Et à partir de ce moment-là, finalement, ce qui est bon pour l'entreprise est bon pour la société. Et ce qui est bon pour la société est bon pour l'entreprise. Il faut que chacun fasse un bout du chemin vers l'autre. Voilà, oui. un bout du chemin pour que ça fonctionne. Vous êtes d'accord ? Je pense absolument, mais je pense qu'en plus, on a beaucoup de tensions de recrutement aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça amène beaucoup d'entreprises à accepter d'ouvrir la cible des personnes qu'elles envisagent de recruter. Et donc, du coup, c'est aussi pour nous une très belle opportunité pour amener dans l'emploi des jeunes auxquels on ne pense pas forcément en première intention quand on cherche à recruter. Et surtout grâce au numérique, il faut le préciser. C'est intéressant de mettre en relation l'offre et la demande grâce à une plateforme qui permet la simplicité. Les chefs d'entreprise qui viennent chaque semaine, puisqu'on a chaque semaine des chefs d'entreprise qui utilisent la plateforme, qui parlent de cette souplesse, de cette simplicité d'utilisation. Un mot et même plusieurs sur la pénurie de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau, alors dans plein de domaines. Et vous les connaissez. L'aide à la personne, la tech, parfois même dans la restauration, dans l'industrie, qui nous disent on ne trouve pas de salariés. Certains viennent, mais au bout de 2 jours s'en vont. Certains ne viennent pas du tout. Et puis certains ne sont pas formés. Ils ne trouvent pas la compétence. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on est à un moment où toutes les entreprises recrutent. Vous savez, c'est vrai que le marché du travail s'est un peu gelé pendant la crise sanitaire et du coup, tout le monde recrute au même moment. Ça s'ajoute sans doute aussi avec le fait que la crise sanitaire a fait réfléchir un certain nombre de salariés qui ont pu passer à autre chose. Je pense que c'est le cas dans notamment la restauration, des gens qui se sont dit, tout compte fait, c'est des contraintes dans ma vie personnelle de travailler le dimanche, de travailler le soir. Bon, du coup, il faut évidemment répondre aux besoins des entreprises. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai mobilisé Pôle emploi très tôt pour qu'il identifie des viviers de demandeurs d'emploi qui avaient travaillé dans ces secteurs qui cherchent à recruter. Mais vous avez dit, il y en a beaucoup. Ça peut être effectivement les hôtels, cafés, restaurants. Ça peut être l'industrie. Ça peut être le bâtiment. Il faut aussi former les demandeurs d'emploi. Et dans le quinquennat, on a engagé un effort sans précédent pour quasiment doubler le nombre de demandeurs d'emploi qui étaient formés jusqu'à présent. Et je pense que c'est une politique qui est fondamentale. On ne peut pas à la fois on ne pourra répondre à ce paradoxe très français d'avoir à la fois un nombre de demandeurs d'emploi important et puis des tensions de recrutement qu'en formant les demandeurs d'emploi. Il y a ensuite certainement un sujet
d'attractivité aussi. J'allais y venir. Auquel il faut que les et le niveau branches, de salaire, puisque ça, absolument. vous êtes penché sur le sujet, il y a quand même une réflexion à mener sur l'attractivité qui passe, on peut le dire, par les salaires. Je pense au café-restaurant. Une des fédérations a annoncé 9% d'augmentation. Et vous avez vous-même souhaité que les entreprises, alors c'est aux entreprises de décider, le ministre ne peut pas fixer le montant des augmentations, ça va sans dire, mais vous avez quand même été très incitatif sur le sujet. Vous savez, on a une quarantaine de branches professionnelles dans lesquelles les minima de branches, un niveau, 2 niveaux, 5, 8, sont inférieurs au SMIC. Alors évidemment, les salariés sont payés au SMIC, mais ça veut dire que quand ils réfléchissent à leur perspective en rentrant dans un secteur, pendant des années, ils n'ont aucune perspective d'avoir une augmentation de salaire. Ils vont franchir des échelons, si on peut dire, mais finalement, ils sont toujours au SMIC. Donc je pense que de redonner ce sens de la promotion sociale, de la promotion professionnelle, ça me paraît très important. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra attirer des talents. Donc indirectement, vous les appelez, pour ceux qui le peuvent, évidemment, c'est l'entreprise qui décide, mais de faire un effort, notamment pour ces bas salaires. Je pense au métier de l'aide à la personne dans les EHPAD, qui sont des métiers difficiles. Il faut les revaloriser, j'imagine, non ? Enfin, j'ai pas de doute. Et du coup, vous savez qu'on a engagé aussi une action de revalorisation. Là, on est dans des professions réglementées sur lesquelles on a remis de l'argent pour pouvoir aussi payer les aides à la prise en charge de ces aides à domicile. Et évidemment, c'est des métiers qui sont à la fois des très beaux métiers, qui sont en même temps exigeants. Il faut qu'il y ait une reconnaissance salariale pour les personnes qui s'engagent dans ces métiers. Métiers très utiles, dont on a vraiment des besoin. Des métiers indispensables, dans lesquels on aura demain beaucoup de création d'emplois. Et donc, du coup, regarder les enjeux de rémunération, de conditions de travail, comment on peut aussi éviter la pénibilité dans ces métiers pour garder des salariés qui peuvent continuer à y travailler. Le plus longtemps possible. On parlera peut-être des seniors, puisqu'on parle des jeunes, mais il y a aussi les seniors, il ne faut pas les oublier. Thibaut Guilluy, j'allais dire l'avenir d'un jeune, une solution. On a compris sur le plan, je dirais, législatif, juridique, c'est juin 2022, le dispositif se poursuit, mais c'est quoi là vos objectifs, Thibaut Guilluy ? C'est de poursuivre, de convaincre, de bien faire comprendre aux entreprises l'intérêt de prendre des alternants ? Les objectifs, ils s'inscrivent dans ce que vient de dire aussi la ministre, c'est qu'il faut aussi que les entreprises s'ouvrent, élargissent peut-être un petit peu le vivier des recrutements. Je pense que pendant longtemps, moi j'étais chef d'entreprise moi-même. Inclusion, diversité. On avait un petit peu le réflexe de se dire finalement il y a un marché du travail et je vais chercher sur le marché du travail la personne qui correspond à ma compétence, à mon niveau d'expérience et je le recrute. Ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça. Donc là, il y a tout un arsenal d'outils. En fait, il y a l'apprentissage, on l'a dit, mais il y a aussi les préparations opérationnelles à l'emploi, il y a tout l'effort sur la formation qui permet finalement de faire que l'entreprise aille chercher plus ample, plus large, finalement des personnes qui sont d'abord motivées, on parle beaucoup des savoir-être, des soft skills, comme disent les anglo-saxons. C'est vrai. Et pas uniquement le diplôme, mais son envie de... Voilà, parce que de toute façon, en plus de ça, on sait très bien que les métiers vont être amenés à bouger, y compris dans l'entreprise, donc vaut mieux plutôt recruter des personnes qui vont être motivées, qui vont être engagées et les accompagner dans la formation. Donc il y a l'arsenal, mais il y a aussi la question de la posture et de la culture managériale inclusive. Et quand on parle d'inclusion, c'est ça. Je pense que l'inclusion, c'est une chance. Donc très concrètement, sur un jeune, une solution. La ministre l'a annoncé avec le Premier ministre, le contrat d'engagement jeune. Aujourd'hui, on a encore quand même beaucoup de jeunes qui sont sans formation, sans diplôme, sans emploi. Les NEET, ceux qui sont en dehors du système. Eh bien, parmi ces jeunes-là, nous, on en rencontre tous les jours qui sont motivés, qu'on verrait très bien dans les entreprises. Simplement, évidemment, il faut le déclencheur. Et déclencheur, c'est quoi ? C'est des immersions professionnelles, c'est des stages. C'est en gros que les entreprises ouvrent leurs portes pour donner la chance à ces jeunes de se rendre compte que ces métiers-là, cet environnement-là, c'est possible. Ça passe par la confiance, par l'accompagnement. Exactement. Et le mentorat, j'étais persuadé que le mentorat, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est aussi de dire à ces jeunes, voilà, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui a une expérience, qui a un métier, et il va te tendre la main, et c'est ça, c'est très important. Vous voyez, dans tous les jeunes que moi j'ai l'occasion de rencontrer, comme dit Thibaut, on a à peu près 500 000 jeunes qui, malgré la bonne conjoncture, malgré toutes ces tensions de recrutement, ne trouveront pas tout seuls un emploi. Et la clé, c'est quand même la confiance. On a beaucoup de ces jeunes qui ont pu effectivement être en échec dans le système scolaire ou à l'université, qui n'ont plus confiance en eux, à qui il faut
permettre de découvrir des métiers qui les motivent. Et une fois qu'on a un métier qui vous fait rêver, je pense qu'on y arrive. Une bonne partie du chemin est fait. C'est vraiment tout le sens du contrat d'engagement jeune, c'est d'être capable de proposer un accompagnement très intensif aux jeunes pour leur redonner confiance, pour leur permettre de découvrir un métier, pour leur permettre de se former. Si ils ont besoin d'une mise à niveau sur des compétences de base, on est capable de leur proposer la remise à niveau sur ces compétences de base, éventuellement sur les codes, sur les savoir-être, mais d'être capable d'accompagner tous ces jeunes pour qu'ils puissent accéder à un emploi. Et c'est vraiment l'engagement qu'on veut dans ce contrat d'engagement jeune, de pouvoir amener dans l'emploi ces jeunes qui n'y arrivent pas tout seuls. Et je peux vous assurer que moi, je trouve que c'est assez frappant quand on rencontre des jeunes. Je voyais récemment un jeune qui était en décrochage, et c'est une voix aussi, qui a fait un service civique au Resto du Cœur. C'est une première Ça a pu faire un déclic. Le jeune, il s'est remotivé. Maintenant, il est en apprentissage, je crois, chez Chanel. Ça montre que, vous voyez, ça tient à pas grand-chose. Et nous, on est là pour permettre aux jeunes, grâce aux immersions qu'ils peuvent faire en entreprise, grâce effectivement aux missions d'intérêt général qu'ils peuvent aussi avoir dans le cadre du service civique, de retrouver ce qui va les motiver, qui va leur redonner confiance en eux et de les amener ensuite par la formation dans ces emplois, le cas échéant par l'apprentissage. Un petit mot pratique, c'est contrat d'engagement jeune. Pour ceux qui nous regardent, il y a peut-être des parents, chefs d'entreprise. Comment on fait concrètement? Comment ça marche? Alors, ça sera proposé à partir du 1er mars prochain, à la fois par Pôle emploi, par les missions locales, et c'est donc pour tous les jeunes de moins de 26 ans qui, pour une raison ou une autre, ne vont pas trouver tout seul un emploi. Il faut aller à sa mission locale. On aura aussi une appli qui permettra d'accéder facilement, de savoir où s'adresser. Des associations aussi qui accompagnent des jeunes plus en difficulté, qui pourront le proposer, parce qu'on veut aussi aller vers les jeunes qui ne viennent pas spontanément par dans tous les canaux locales. possibles. Par tous les canaux. Pour l'emploi, l'émission ou l'application qui permettra aux jeunes de pouvoir prendre ce chemin de la reconquête vers l'emploi. Thibaut Guilhuy. Oui, exactement. Et c'est aussi une mise en activité. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes, ce qu'ils nous demandent, c'est que pour pouvoir réussir, c'est pas juste un suivi avec un rendez-vous une fois de temps en temps avec un conseiller. C'est très important. Mais c'est comment, en fait, on met sur étagère la possibilité de se former, la possibilité de faire des stages d'immersion professionnelle, la possibilité... Pas livré à lui-même, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et donc, il y a un engagement. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrat d'engagement. Mais c'est un engagement dans les deux sens. L'engagement du jeune, de se mettre en activité, donc au moins 15 heures, 20 heures, 25 heures, de se consacrer à sa recherche d'emploi, à son épanouissement, à la préparation de son avenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les 500 € d'allocation qui sont une forme de bourse. Vous savez, quand on est étudiant, quand on étudie, qu'on prépare son avenir en étudiant, on touche une bourse. Là, c'est la même chose que la ministre a voulu pour les jeunes qui préparent leur avenir par ce mécanisme-là. Alors, on se souvient que c'est Jean Castex qui l'avait dévoilé. Certains ont dit, mais pourquoi si tard? Pourquoi attendre mars 2022? Pourquoi ne pas mettre directement là en place dès janvier? Pour des raisons d'organisation On a besoin... proposer 15 à 20 heures d'activité par semaine, ça veut dire recruter, former des conseillers, ça veut dire développer les systèmes informatiques qui vont avec. Mais dès à présent, les jeunes peuvent aller dans les missions locales, ils sont accompagnés par la garantie jeune. Ce qu'on veut, c'est faire mieux que la garantie jeune, c'est-à-dire plus de mise en activité, plus de découverte de métiers, plus de formation. Et donc, ça suppose qu'on prépare bien les choses. D'où ce délai de mars. Oui, puis c'est l'esprit d'un jeune, une solution. Depuis le début, en fait, on n'est pas non plus dans le satisfecit permanent. On met en place des choses, il y a des choses qui fonctionnent, on continue et on approfondit, comme l'apprentissage ou le plan d'investissement dans les compétences. Mais après, on essaie de corriger, d'améliorer, de renforcer. Effectivement, on a quand même boosté la garantie jeune sur 2020-2021 comme jamais. Mais là, on a envie d'aller plus loin et de parachever finalement ce qui a été commencé. Et puis on tire parti aussi, vous savez, de toutes ces solutions qu'on a mis en place dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Finalement, ce n'est pas une solution de plus, le contrat d'engagement jeune, c'est vraiment l'accompagnement global qui intègre toutes les solutions qui ont fait leur preuve dans le jeune. Contrat d'engagement jeune. On parle du jeune, mais juste côté entreprise, il y a 2 jours, on était
avec l'ANIA de l'agroalimentaire, on visitait une entreprise, une belle petite PME qui existe depuis 1927, qui fait des biscuits, la biscuiterie Astruc. Typiquement, une petite centaine de salariés, c'est typiquement le type d'entreprise qui est déjà un jeune, une solution. Ils recrutent via les écoles de la deuxième chance et les EPID, ils font de l'apprentissage, ils font du mentorat et ils recrutent aussi des jeunes en situation de handicap. C'est une entreprise qui va bientôt fêter ses 100 ans, qui se développe à grande vitesse, qui a des besoins de main-d'œuvre. Et qui a des besoins de main-d'œuvre. Ben oui. Et en fait, elle est au rendez-vous de sa croissance parce qu'elle investit aussi dans cette inclusion et dans la jeune solution. Juste avant de nous quitter, on parle d'emploi dans cette émission et ressources humaines. L'emploi sur la réforme du chômage. Alors, le dernier volet est entré en application. Ça veut dire que des choses vont changer pour les demandeurs d'emploi. Et je vous ai lu, vous avez dit, il y aura plus de personnes Pôle emploi pour contrôler. Concrètement, ça va se passer comment? Parce que ça, vous l'avez annoncé, vous avez dit, dorénavant, avec cette réforme, on va contrôler les demandeurs d'emploi. Comment ça va marcher concrètement? Alors, je le disais, on investit comme on ne l'a jamais fait dans la formation et dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense qu'il est légitime de s'assurer que chacun prend les perches qu'on lui donne d'accompagnement, de formation. Et donc, effectivement, on a décidé de renforcer le contrôle de la recherche d'emploi, augmenter de 25% ce contrôle de la recherche d'emploi. Après, je ne suis pas en train de dire que les demandeurs d'emploi ne cherchent pas. On sait qu'on a à peu près 15% qui peuvent être sanctionnés suite à ces contrôles de recherche d'emploi. Mais je pense que c'est important de se dire qu'on fait l'effort, on met les moyens. Il faut que chacun aussi prenne les perches qu'on lui tend. L'objectif pour vous, Madame la Ministre, c'est quoi? C'est le plein emploi? Parce qu'on en parle beaucoup. Le Monde a titré il y a 15 jours cette question sur le plein emploi. C'était possible? Est-ce que ça vous semble possible dans le délai qu'il nous reste avant le premier tour de l'élection présidentielle? Peut-être pas dans les mois qui viennent, vous voyez, mais je pense qu'on ne peut pas non plus être dans un pays... Vous êtes sur le chemin? Je pense qu'il faut se donner l'objectif du plein emploi. Je ne vois pas pourquoi la France se satisferait de ne pas avoir vaincu le chômage de masse alors que d'autres autour de nous le font. Je pense qu'on peut se dire que dans cette crise, on a rebondi d'une façon qu'on n'imaginait pas. On a montré qu'on était capable de protéger nos entreprises, de protéger nos emplois, d'avoir une des croissances les plus fortes de la zone euro. Du jamais vu. On veut continuer à avoir une croissance riche en emplois et on doit se donner l'objectif de permettre à chacun d'accéder à l'emploi. 5% et demi de demandeurs d'emploi, c'est ça l'objectif final? C'est compliqué à évaluer en France, mais vous voyez, on a des départements qui sont à ces niveaux-là et je pense que c'est l'objectif qu'on doit avoir sur tout. Vendée, Mayenne, Côte d'Or, Côte d'Or, et quelques autres. Les Savoie, les 2 départements de Savoie. Ça, c'est votre objectif. Je pense qu'effectivement, permettre à chacun d'accéder à l'autonomie par le travail, ça me semble fondamental. Thibaut Guilluy, vous n'allez pas dire le contraire, parce que c'est finalement un des éléments d'un jeune, une solution, c'est de contribuer justement à faire baisser un peu plus le chômage. Oui, et puis en plus de ça, c'est franchement probablement un objet de débat beaucoup plus intéressant pour les échéances à venir. Et il y a une crédibilité et il y a une dynamique qui a été engagée avec des vrais résultats obtenus. Maintenant, effectivement, pour arriver au plein emploi, il faut encore un petit peu de temps. Il faut encore les 3 mois qui restent me semble un peu sur les projets. Donc on va continuer sur les 3 mois, mais effectivement, il va falloir un peu plus de distance. C'est ça. Mais je pense qu'on peut aussi avoir confiance en nous quand on voit la façon dont on a... Et la dynamique qui s'est enclenchée. Absolument. Exactement. Et la confiance, elle est aussi sur les entreprises. Les entreprises, quand on les invite à s'engager, on crée en fait un mouvement collectif et ça joue le jeu. Et donc c'est aussi cet état d'esprit-là qu'il faut conserver. Merci Thibaut Guilluy, haut commissaire à l'emploi. Merci Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Insertion et de l'Emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission, évidemment, vous connaissez notre programme avec Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de l'accompagnement en situation de transition professionnelle. C'est vrai que les entreprises réfléchissent à leur réorganisation, à une nouvelle stratégie. L'année 2022 va commencer. Et à la 5e vague, il y a beaucoup de questions évidemment sur la table. Alexandre Carpentier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Alliance Compétences avec un S, car vous en avez plusieurs. Alors, juste un petit mot, Alliance Compétences, c'est quoi? C'est le mariage de 2 entreprises, hein? Oui, c'est ça. C'est l'alliance du conseil et de l'accompagnement RH.
Donc c'est une co-entreprise qu'on a décidé de créer avec le groupe Alpha d'un côté, qui est le spécialiste du conseil RH et de l'appui aux entreprises, et le groupe Axis, qui est lui le spécialiste des transitions professionnelles, l'accompagnement des salariés et des demandeurs d'emploi. 170 millions de chiffre d'affaires à vous deux, vous allez peser lourd sur ce marché de l'accompagnement. Quelques mots quand même sur le contexte, parce que vous avez contact avec ces entreprises. On en est où? Parce qu'on nous a dit on est dans une reprise incroyable en septembre, ça repart, l'économie et les chiffres effectivement sont bons. Et puis dans le même temps, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que les entreprises commencent à revoir leurs organisations, alors parfois à se rétrécir un peu, à se réorganiser. Oui, alors il y a plusieurs effets différents. C'est vrai qu'il y a une petite période de flottement là. C'est vrai qu'on est face à un phénomène de relance qui est plutôt positif face à la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Mais les organisations se posent un peu des questions sur comment on va vivre l'après. Est-ce que la relance va perdurer? Est-ce que les effets de cette 5e vague vont se faire ressentir? Donc il y a beaucoup de questions qui tournent autour de l'organisation des entreprises et des effets directs ou indirects sur l'emploi. On a un taux de chômage qui est extrêmement faible. Mais dans le même temps, on se pose beaucoup de questions puisqu'on est revenu à un niveau d'activité qui est celui de la fin de l'année 2019. Mais pour autant, un taux de chômage qui baisse, ce qui veut dire que pour produire la même chose, on a besoin de plus d'emplois. Et on ne les trouve pas. On ne les trouve pas et on a perdu donc de la productivité et de l'efficience au travail. Donc il va se passer beaucoup de choses à partir du début de l'année 2022. Donc on se tient prêt, nous, à accompagner les organisations. L'intérêt de ce mariage, cette joint venture, parce que c'est deux entreprises qui elles ne fusionnent pas, hein, si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Vous apportez vos compétences, comment ça se passe là, d'un point de vue organisationnel? C'est un accord de coopération qui aboutit à une co-entreprise, donc le groupe Alpha, par l'intermédiaire de sa filiale Sémaphore. Et le groupe Axis, décident ensemble de créer une co-entreprise. Pourquoi? Pour allier leur savoir-faire. Marier les compétences. Marier les compétences, c'est-à-dire que sur les dernières années, il y a eu un phénomène de spécialisation dans notre secteur d'activité. On a les cabinets qui sont spécialisés sur le conseil, ceux qui sont spécialisés plutôt sur l'accompagnement. Sémaphore, qui est piloté par Jérôme Bourron et qui préside l'Alliance Compétences. Qui est venu sur ce plateau d'ailleurs. Qui est venu sur ce plateau. Lui, s'est spécialisé sur le conseil en entreprise. Le groupe Axis, avec mon associé ami Thomas Pourrier, on s'est dirigé, nous, est spécialisé depuis des années sur l'accompagnement des actifs, les salariés comme les demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, c'est l'alliance entre les deux, de pouvoir accompagner à la fois les besoins des entreprises et l'impact attendu sur les emplois. On a évoqué la transition et l'idée que les entreprises pensaient à se réorganiser. Puis il y a le débat, évidemment, qui est posé, et notamment aussi par les partenaires sociaux, sur comment on fait basculer des salariés sur un secteur qui va disparaître vers des métiers de demain. Ça, c'est votre réflexion. Comment on fait, là, concrètement? Alors, c'est notre réflexion, mais c'est toujours difficile. Alors, on est toujours plus habile à déterminer les emplois qui vont être menacés que se connaître ceux qui vont arriver. Et voilà, on ne sait pas très bien comment vont arriver les nouveaux emplois. On a quelques pistes quand même. On a quelques pistes et puis on a connu une accélération de la transformation, notamment digitale, numérique à marche forcée. Le télétravail est passé aussi par là. Donc, dans un premier temps, avant même de savoir comment vont évoluer les métiers, quels vont être les nouveaux métiers, on est déjà amené à se poser la question de savoir comment on adapte les métiers d'aujourd'hui dans des configurations très spécifiques. Là, vous avez un rôle d'expert aussi à travers cette question. Quels sont les métiers aujourd'hui qui sont en très grand danger, dont on sait qu'ils vont disparaître? J'en ai un en tête, je pense à tous ceux qui travaillaient sur des chaînes de moteurs thermiques et dont on va expliquer dans moins de 5 ans qu'il y aura quasiment que des voitures hydrogène et électriques. Ceux-là, vous devez les accompagner, j'imagine. Alors, là, c'est pas trop un danger dans la mesure où on va passer d'un métier à un autre métier. On aura toujours besoin de construire des voitures, on va les construire différemment. Il faut les former quand même. Avec des technologies différentes. Former, c'est jamais un problème. Ce qui pose problème aujourd'hui dans l'économie, c'est qu'on a un effet de polarisation très fort. C'est-à-dire, en bas de l'échelle, on a des métiers de service qui, eux, sont pas trop en danger. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui sur les métiers de service peu qualifiés. À l'autre bout de l'échelle, on a des métiers hyper qualifiés pour les cadres, notamment les cadres dirigeants pour lesquels on n'a pas non plus de problème. Il y a un mercato extraordinaire aujourd'hui sur le marché du travail. C'est aujourd'hui les métiers qui sont au milieu, les métiers à niveau de qualification moyen, pour lesquels il y a un fort danger lié à la robotisation, le numérique, l'impact du digital, où là on va avoir besoin de se poser des questions sur comment faire évoluer les métiers et comment faire en sorte de compenser les destructions de métiers sur les métiers de moyen niveau de qualification. Donc ça veut dire que là, dans votre mission concrète, il y a un accompagnement. Comment on fait là, d'un point de vue, je dirais, de l'ingénierie, de l'organisation? Comment on fait? Alors, notre objectif avec l'Alliance Compétences, c'est d'intervenir le plus en amont possible des décisions stratégiques des entreprises, justement pour tenir compte de l'évolution des métiers, pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vous prends un exemple. Une ESN, une société du numérique qui se dit, j'ai 2 branches d'activité.
une activité serveur et une activité infogérance. L'activité serveur est en train d'être plombée, de chuter, parce qu'avec le cloud, on n'a plus véritablement besoin. Par contre, j'ai une activité infogérance qui est en train de fortement se développer. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je fais rien, je n'inclus pas l'impact sur les emplois et sur le social de mes décisions stratégiques, et je vais être amené à licencier beaucoup de monde sur mon activité serveur et de recruter beaucoup de monde sur ma dimension infogérance. Ou alors, j'intègre bien en amont ces questions relatives à l'emploi dans mes décisions stratégiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir la population de mes salariés qui travaillent sur les serveurs en disant: vous avez une activité qui est menacée, mais on a des transferts possibles vers un autre secteur d'activité. Alors, quand on travaille sur les serveurs, on est dans les grandes pièces noires à longueur de journée où on voit personne et on travaille sur des machines. Alors que quand on travaille sur l'infogérance, qu'est-ce qu'on fait? On est derrière son écran avec un casque. C'est pas du tout la même posture, c'est pas du tout les mêmes compétences comportementales. Donc, on va aller investiguer en amont auprès des salariés qui seraient susceptibles parce qu'il faut être volontaire passer d'un métier à l'autre, questionner leur niveau d'engagement, leur motivation à passer de l'un à l'autre. Et la question de la formation technique du passage d'un métier à l'autre, c'est jamais le plus gros problème. L'engagement, les soft skills, les compétences comportementales, ça c'est quelque chose qui as-tu envie, en lui expliquant le poste, il y en a d'ailleurs qui le voient concrètement, de passer de ça à ça? Exactement, la transition professionnelle, c'est ça. Comment je passe d'un état, d'un métier à un autre métier. Donc là, vous évoquez les métiers de la tech. Il y a d'autres métiers qui sont aujourd'hui... qui ne vont pas disparaître, mais dont on sait que les algorithmes peuvent remplacer un certain nombre de métiers. Là aussi, il faut préparer cela. Comment on fait là? Alors, soit ça dépend des organisations qui... Aujourd'hui, on est sur une démarche de responsabilité sociale et environnementale qui font que de plus en plus ces entreprises se posent la question de savoir comment on va mesurer les impacts au niveau des emplois et comment on va accompagner nos collaborateurs. À chaque métier, sa solution. Aujourd'hui, même un métier comme le métier de comptable où dans 10 ans en arrière, on réalisait des opérations de saisie classiques sur des outils type Excel. Et maintenant, on a des outils qui nous permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de préenregistrer un certain nombre de commandes. Mais comment on forme les collaborateurs et comment on les accompagne à travailler dans de nouvelles configurations, beaucoup plus collaboratives, avec de nouveaux outils. Il n'y a rien d'insurmontable, il faut juste prévenir plutôt que d'agir de manière curative, de prendre en compte et prendre en considération les impacts sur l'emploi bien en amont pour définir les solutions appropriées. Merci Alexandre Carpentier. Rappelons que ce groupe Alliance Compétences, c'est le mariage de deux entités, Axis Moveus, qui est votre structure, et le groupe Alpha, bien connu, par le biais de sa filiale Sémaphore. On est bien d'accord, deux compétences mariées, c'est-à-dire l'accompagnement des salariés d'un côté et le côté RH aux côtés des entreprises. Ça, c'est pour le Sémaphore. Combien de collaborateurs d'ailleurs dans cette fusion? Un tout petit peu moins de 1000 collaborateurs dans la fusion. Un peu moins de 1000 collaborateurs. C'est une belle entreprise qui va peser lourd, évidemment, dans ce qui va se passer dans l'année 2022, parce qu'on est en train doucement de basculer, de se réorganiser. Merci d'être venu nous rendre visite, Alexandre Carpentier. Vous êtes le DG donc d'Alliance Compétences. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de partager ce moment avec vous, évidemment. Je remercie Hector à la réalisation. Je remercie Amanda au son, ingénieur du son. Puis je remercie Fanny Griesmer et Margot Ruot qui m'accompagnent dans cette bien belle aventure quotidienne. Je serai là demain. Portez-vous bien. Bye bye.